Depuis le début de l'année, le déficit budgétaire ne fait que baisser, et à tel point que maintenant on en est à 0,6% du produit intérieur brut. C'est 4 mois depuis le début de l'année que les recettes de l'État sont supérieures aux dépenses, et ça n'est jamais arrivé. Alors, comme chaque semaine, vous avez survolé la presse économique israélienne et vous y avez trouvé quelques données particulièrement importantes, en particulier des données macroéconomiques qui sont particulièrement excellentes pour l'État d'Israël. Oui, je dirais même historiquement excellentes. Le ministère des Finances a dévoilé cette semaine les chiffres d'avril et le ministère des Finances en a fait beaucoup de bruit. De quoi il s'agit ? D'abord, la chose la plus importante et significative qu'il a voulu donner, c'est le déficit budgétaire. Depuis le début de l'année, le déficit budgétaire ne fait que de baisser, et à tel point que maintenant on en est à 0,6% du produit intérieur brut, ce qui est une baisse d'ailleurs de 10% par rapport au déficit quand ce gouvernement a été fait il y a 1 an. Et donc, c'est 4 mois depuis le début de l'année, 4 mois de suite, que les recettes de l'État sont supérieures aux dépenses. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, c'est très bien pour Israël. Je vais donner quelques chiffres pour expliquer. Les recettes de l'État depuis le début 2022, c'est 160 milliards de shekels. Rien que pour le mois d'avril, 36 milliards de shekels. Alors, et d'un autre côté, les dépenses dues au Covid ont pratiquement disparu. Et c'est ce qui explique, bien entendu, ce grand excédent budgétaire. Maintenant, ces recettes-là, c'est pas tellement les impôts des gens directement, des impôts ou quand les gens payent la TVA autre. C'est d'abord la première chose, une augmentation massive des impôts des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés israéliennes sont de plus en plus bénéficiaires, malgré la crise économique qu'on a partout. Et ça fait que l'État a beaucoup plus d'impôts de ces sociétés-là. Et donc, c'est ça qui est... et également, les importations. C'est-à-dire quoi ? Pas toutes les importations, parce que si vous faites vos courses, peut-être vous vous rendez compte, si vous voulez acheter maintenant de l'électroménager, vous avez du mal, parce qu'il y a dans le monde entier un problème de livraison, d'acheminement. Mais par contre, les voitures. Et on explique ça par la guerre de l'Ukraine. Pourquoi ? Les voitures sont moins chères ? Non. Ah. Mais ils sont plus importants en Israël que dans les autres pays. Pourquoi ? Comme il y a une crise énorme en Europe, et les voitures neuves se vendent plus en Israël qu'en Europe. Et à cause de ça, c'est dû... Et alors, ça ne fait pas baisser les prix ? Ça fait pas baisser. Non, parce que les prix. Alors ça, je vais tout de suite en parler. Les prix sont en dollars. Oui. Maintenant, si vous avez remarqué, et vous avez sûrement cette question, vous regardez. Moi, je disais toujours, le dollar est très fort par rapport au shekel. Il est pratiquement à 3 shekels. À la parité qu'avec l'euro. 3 shekels et demi. Attendez. Alors. La question est de savoir, mais si je donne des tellement bons chiffres, comment ça se fait que le dollar monte tellement en Israël ? Il monte pour la raison que j'ai dit une fois. Lorsque les marchés financiers en Amérique, c'est-à-dire le Nasdaq, la bourse technologique, va très mal, et c'est ce qui se passe, il y a une baisse là-bas de 25% depuis le début de l'année à peu près. Alors, il y a une demande énorme des investisseurs ici en Israël, des investisseurs, pas vous et moi, des grandes compagnies d'assurance, ceux qui investissent, ce qu'on appelle les institutionnels, en hébreu les mosdim, qui ont un argent fou là-bas. À partir du moment où leurs actifs baissent en valeur, là-bas, ils sont obligés de donner des cautions et de demander du dollar. Et il manque, le chef économiste d'Excellence dit, il manque des dollars en Israël. Et donc, les gens sont prêts, surtout les institutionnels, achètent à n'importe quel prix de dollar, ce qui fait baisser le shekel de cette façon, et artificiellement, parce que ce n'est pas dû aux résultats économiques. Je vais te donner un scoop dans une semaine, pas ce numéro, celui d'après. Dans l'Actu-J, je préparais un billet sur le fait qu'Israël pourra peut-être maintenant remplacer la Russie pour vendre tout le gaz en Europe pendant 30 ans. Ouais. Il s'agit de 200 milliards de dollars. Donc en fait, c'est quelque chose de très provisoire, cette faiblesse du shekel. Il est dû à ce mécanisme boursier dont nous venons
de parler. Une autre chose que je pensais que vous alliez me demander, comme vous le faites chaque fois lorsque je parle de l'excédent budgétaire. Oui, pourquoi on le redistribue pas? Pourquoi? Il y a des besoins. Par exemple, celui qui va maintenant dans les hôpitaux, celui qui dans les produits de santé. On a parlé que ce qu'on appelle le panier de médicaments et tout ça. On va regarder tout au shekel près. Et il y a des besoins en Israël. Et donc, on peut s'étonner que ça soit pas mieux distribué. Pourrait même, moi, ce que je serais pour, c'est qu'on baisse, on en parle beaucoup, les impôts très chers sur l'épargnant, surtout des petits épargnants qui sont jusqu'à 25% du bénéfice, qui est important, et ça relancerait l'investissement à la croissance. Pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Et à mon avis, la réponse, je vous l'ai donnée plusieurs fois, c'est parce que depuis 1 an, ceux qui dirigent l'État, la finance, ce sont les fonctionnaires qui sont chargés de gérer le budget. Et eux, professionnellement, ils disent, moi, ce que je veux, c'est d'excédent budgétaire. Moi, ce que je veux, c'est de la croissance. D'ailleurs, la croissance, elle marche. On parle de croissance presque de 5-6%. Maintenant, j'ai vu ce matin le double de ce qui pourrait être même l'inflation, ce qui est extraordinaire. Et donc, eux, ils voient ça. Mais chacun, professionnellement, ils ont raison d'ailleurs. Mais c'est une volonté qui est autre, qui est politique. Mais quel est l'intérêt d'avoir un excédent? Regardez, on le sait, n'importe quel patron, ou n'importe quel membre d'une organisation, c'est que l'important, c'est d'utiliser la totalité du budget, sinon après c'est pas reconduit l'année d'après. Qu'est-ce qu'ils répondent et Lieberman et les fonctionnaires du Trésor? Ils disent regardez le chômage. Historiquement, il n'y a jamais eu ça. 2,9% au mois d'avril. Au moins 2-3%, c'est jamais en Israël. Donc, il n'y a pas de problème de chômage, il n'y a pas de problème d'emploi. Pourquoi vous voulez on redistribue maintenant? Mais c'est bien entendu, vous avez raison. C'est une volonté politique. Parce qu'il y a des besoins. C'est ça la réponse. C'est-à-dire, je vous mettrai bien de notre côté avec notre ami Gilles Darmon, qui est le président de la Tête, qui écouterait vos données extrêmement optimistes et qui dirait d'un autre côté, mais il y a 1 500 000 ou voire 2 millions de pauvres, dont 1 million d'enfants qui ne mangent pas à leur faim en Israël. Mais c'est quand même paradoxal tout ça. Tout à fait. Il y a une dichotomie entre les résultats très bons économiques et un besoin social. Vous avez raison. Et j'espère que ça s'arrangera. Mais pour l'instant, votre question reste dans l'air, reste posée. Important. Donc encore une fois, des données. Là, vous dites le déficit 0,6%. de déficit budgétaire. C'est incroyable. Et c'est incroyable. Alors le deuxième point, c'est aussi incroyable, c'est la publication de la vente de cerises. Alors on approche de la saison des cerises, hein, c'est le mois de juin en général, mai-juin, la saison des cerises. Mais là, les cerises, elles coûtent un petit peu cher, un petit peu trop cher, c'est-à-dire environ 500 shekels pour 2,5 kg de cerises. Oui. Comment c'est possible ça? Ça a fait la manchette des journaux cette semaine. D'ailleurs, vous avez dit les mots qui résument la situation. D'abord, nous sommes avant la saison. Et donc, maintenant, acheter de cerises, c'est un produit qui est apprécié par les Israéliens. Et donc, dès qu'ils voient des cerises, ils veulent en acheter. C'est des cerises, d'ailleurs, qui sont faites en Israël, pas des cerises importées. Pourtant, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, il y a un agriculteur qui a réussi de faire qui a trouvé le moyen de faire des cerises avant tout le monde et de vendre sa marchandise à un prix d'or. Et qui n'est pas le vrai prix qui, comme vous dites, de quelques semaines, ça va valoir 25 shekels le kilo, c'est ce qu'ils annoncent les agriculteurs. Deux autres exemples qui ont été donnés cette semaine, parce que celui-là, c'est le plus frappant. D'ailleurs, le monsieur, quand il a voulu 500 shekels pour les 2,5, il a pas pris finalement. Concernant les nectarines, 70 shekels le kilo. Et les pastèques, à 14 shekels le kilo, ça a même énervé Rami Lévy, qui a dit, moi, j'ai vu chez Rami Lévy, c'est à 5 shekels le kilo. Bon, je sais pas. En tout cas, cette semaine, ça a été publié. Il y a une interview de lui. Il dit, moi, il y a 1 ou 2 jours, je sais pas, vous avez quel Rami Lévy, lui, il a dit, moi, c'est ce que j'ai reçu. Je fréquente beaucoup. Et je ne ferai pas là-bas des prix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La raison c'est que ce sont des fruits qui seront beaucoup moins chers dans quelques temps. Et le ministère de l'Agriculture et surtout les agriculteurs disent maintenant, n'achetez pas. Ils appellent ça acheter maintenant, ça s'appelle du maror. Comme c'est pas quelque chose de bon parce qu'il faut attendre et ne pas être pressé. Mais eux, pourquoi ça les énerve énormément? Parce qu'il y a une énorme pression de la part du ministère de l'Agriculture pour permettre une invasion des fruits en Israël, une importation massive
qui enlèverait leur part de marché. Et ils pensent que ça fait partie de la même campagne qui est de montrer qu'ils sont trop chers. Or, par exemple, ils ont donné pour les cerises. Il a dit, vous allez sur les marchés bientôt payer 20-25 shekels. Nous, on va vous dire la vérité. Nous, on reçoit là-dessus 12 shekels quand on les vendra, et nos coûts, c'est 8 shekels. Donc, ils ne gardent par kilo que 4 shekels, ce qui n'est pas grand-chose pour les agriculteurs. Et encore une fois, il est évident que c'est très important de garder l'agriculture locale, ils le disent. Et si on regarde ce qui se passe maintenant en Ukraine et en Europe, les gens, maintenant, c'est entré dans tous les pays du monde de se demander comment on va faire pour les engrais, pour le blé l'année prochaine, parce que en Ukraine et en Russie, ça a été stoppé. Et donc, c'est stratégique et ça vaut la peine de faire des efforts pour pouvoir garder une agriculture locale et bien entendu de ne pas participer à ces campagnes de dénigrement contre les agriculteurs en Israël. Alors justement, maintenant, on va parler de lien entre le développement du secteur immobilier et la vague terroriste, bien entendu, parce que les promoteurs israéliens publient des données sur les conséquences de la vague terroriste qui se prolonge sur la construction des appartements. Oui, ce que vous avez parlé dans la revue presse au début concernant Jenin est bien entendu dans le contexte de la vague terroriste et donc on a ça depuis à peu près un mois. Maintenant, ce qui se passe, les promoteurs disent lorsqu'il y a ce qu'on appelle un ségar, c'est-à-dire un confinement, c'est-à-dire que les employés qui vivent ou en Jordanie ou à plus forte raison à Gaza ne peuvent pas venir travailler pour construire les maisons en Israël dans les chantiers de construction. Maintenant, ils disent il faut savoir qu'un jour de confinement, c'est la moitié des appartements qui sont en construction qui sont arrêtés. C'est-à-dire la moitié des chantiers qui sont restés. Il s'agit de 73 000, par exemple, retards d'appartements. Maintenant, ils ont calculé qu'un jour de retard pour les acheteurs, parce que les acheteurs, eux, souvent, c'est des gens qui louent. Pour tous les acheteurs ensemble, ça coûte 10 millions de shekels. Et pour tout, ils ont fait un calcul aussi que ça coûte 4 millions de shekels par jour pour l'économie, cette perte due au fait qu'on ne peut pas construire lorsqu'il y a ce confinement. Alors, vous allez me dire, quelle est leur solution aux promoteurs ? Ils disent, nous, on a demandé depuis très longtemps à ce qu'il y ait des autorisations de faire venir ici des travailleurs étrangers qui ne sont pas palestiniens. Ils demandent, il y a un accord du gouvernement sur 20 000. Ils disent, nous attendons cet accord-là. Ils ont écrit net maintenant dans la presse, bien entendu, pour que tout le monde le voit, au ministère des Finances et à l'Intérieur et autres, à ceux qui sont chargés de donner suite à cette demande, parce qu'ils disent, il faut voir qu'il y a un coût économique qui est surtout important pour les gens qui ont acheté des maisons en construction, et je connais aussi beaucoup de Olim qui sont dans ce cas-là, qui, à cause de ça, ont des pertes importantes, et ils pourraient trouver une solution à ce problème par rapport aux travailleurs étrangers. Alors, on va soulever un dernier dossier avec vous. C'est justement parler de Rami Levy à l'instant. Rami Levy risque de payer une ardoise d'1 milliard de shekels pour tromperie de consommateurs. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? Il a été, quelques jours de cela, déposé ce qu'on appelle une plainte à la justice, une demande, une attaque en justice qui s'appelle en hébreu Yitzugi, c'est-à-dire qu'elle représente beaucoup de monde. Ils ont remarqué des gens qui se sont après plaints des avocats, que depuis janvier 2022, dans beaucoup de succursales de la chaîne de Rami Levy, il y avait marqué des grands des grands poteaux où il y avait marqué Mifza, c'est-à-dire solde. Et c'était des plastiques comme ça. Juste à côté de en dessous de ça, il y avait des produits qui étaient vendus, qui n'aient pas du tout été soldés, qui étaient à un prix tout à fait normal. Et juste à côté, il y avait, une vraie solde pour certains autres produits. Et donc, ils ont dit, en fait, vous trompez les gens, parce que les gens, ils disent, si à côté, c'est vraiment des soldes, là aussi, ça doit être des soldes. Et vous n'avez pas indiqué quel est en vérité le prix avant que vous soldiez. Et ce n'est pas quelque chose, un endroit, nous avons vérifié, et ça a été dans beaucoup d'endroits. Et donc, nous avons calculé que c'est pour les consommateurs, c'est une tromperie qui vaut 1 milliard de shekels, ce qui est important. Alors, quelle est la réponse? Ça veut dire Rami Levy va payer 1 milliard de shekels? Ils vont aller en justice. Ouais. Et souvent, dans ces cas-là, ça va pas jusqu'au bout. Il y a une comment dire, il s'arrange, quoi. Il y a un arrangement. Un compromis. Et souvent,
les consommateurs de Rami Levy qui vont recevoir dans plusieurs années ou je sais pas quand, on va leur dire que maintenant ils vont pouvoir avoir pour pouvoir acheter, etc. Vous savez, c'est comme ça que ça marche en général. Maintenant, le Rami Levy a dit deux choses. D'abord, c'est une erreur. D'ailleurs, la preuve, c'est que d'habitude, nous mettons quel est le vrai prix pour que les gens voient vraiment que c'est des soldes. Nous avons enlevé les plastiques quand vous nous avez dit de le faire. Et il s'agit des gens qui quand ils ont placé ça, ils ont fait des erreurs. Et donc, ils réfutent sur le fond l'affaire. Comme vous dites, il faudra vérifier. Ce que j'appelle toujours les consommateurs à bien vérifier que ce que vous achetez sont des soldes et à bien vérifier que le prix correspond à ce que vous faites lorsque vous allez à la caisse. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique ce matin.